tout le monde. C'est bien, je vois qu'il y a plein de maniaques dans la salle, hein. Ça tombe bien puisque aujourd'hui, donc, vous êtes avec Damien, qui est aussi maniaque, mais pas que, il est aussi lead dev chez Alltech. Et aujourd'hui, il va vous expliquer comment, tous ensemble, vous allez, l'art finalement, le être maniaque, eh bien, c'est un art. Damien, c'est à toi. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ouais, super. Ça me fait plaisir d'être là devant vous. Pas mal de stress, pas mal de loulous dans la salle, ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Aujourd'hui, on va parler de l'art d'être maniaque. Et on va parler de cet aspect-là dans le développement web et notamment sur une stack JS. Alors juste avant, je vais faire de l'ardite par rapport à l'introduction d'Annabelle. Moi, c'est Damien, je suis lead dev chez Alltech Consulting, une boîte qui a pas mal de passionnés de la tech, tels que moi. Pour ma part, ça fait une petite décennie que je dev sur pas mal de techno, même si j'ai un attrait particulier au JS, puisque vous le savez, en JS, on n'a pas besoin de choisir entre le front, le back, on peut faire des deux, et c'est ça ce qui me passionne aujourd'hui. D'autant plus que la stack évolue constamment, donc ça c'est plutôt top. Allez, on rentre dans le vif du sujet en définissant ensemble ce qu'est maniaque. Si je me fie à la roue, cette maniaque, c'est qui s'attache avec un goût et un soin excessif à des détails. Sur cette première définition, est-ce qu'il y a des maniaques dans la salle? Ah putain, je suis pas tout seul, yes. Plus sérieusement, si on adapte ça au développement IT, on pourrait dire que ça serait le techos, le développeur, ou DevOps, peu importe d'ailleurs, qui va s'attaquer aux problèmes d'algo, alors que ce soit le développement de fonctionnalités, correction de bugs, en se, comment dire, pas en se limitant, mais en s'imposant une cohérence absolue. Et cette cohérence absolue, elle vient pas de nulle part, elle vient de pas mal d'outils qu'il utilise et qui répondent à certaines situations. Et la première situation, c'est celle-ci. Et d'ailleurs, tant mieux qu'elle existe, parce que sinon on s'ennuierait. Quand on développe avec plusieurs devs dans une même équipe, on a potentiellement des environnements de développement qui sont complètement différents. Et typiquement, la problématique de CRLF et LF, on l'a tous, on la connaît encore tous, et elle nous fatigue, clairement. Mais c'est plutôt intéressant. Là, dans cet exemple, on voit que le dev front il va plutôt utiliser VS Code, le dev back IntelliJ et le dev Ops. Vim ou NeoVim? NeoVim pour les plus... mais pourquoi pas. Ce qui fait qu'on a tous nos préférences. CRLF, LF, donc l'emplacement du curseur, le spacing pour l'indentation, les tabs, les différents niveaux d'indentation, etc. Et ça, ce qui peut arriver à la suite de ça, c'est que ça va créer du bruit. Lorsqu'on va faire des PR, on va avoir des grosses diffs, alors qu'en fait, finalement, on n'aura modifié pas grand-chose. Et ça, c'est gênant. On veut s'absoudre de ça. Et donc, le premier outil, moi, que je vous propose, hop, spoiler alert, editor config. Editor config, c'est un petit fichier de configuration qui se résume par du YAML, qui permet de définir des premières normes à porter sur différentes extensions, différentes cibles de votre projet. Et ce qui est intéressant dans l'éditeur config, notamment pour les devs qui ne sont pas que JS, c'est que ça s'adapte à tout type d'environnement. On peut cibler du Java, du Ruby, du JS, etc. Et donc dans ce petit exemple-là, parce que l'éditeur config supporte pas mal de paramètres, on voit qu'on va définir une norme pour ce qui est de l'indentation ou encore une fois du CRLF. Et hop, on s'absout déjà d'un premier problème. Et une fois que ça s'est mis en place, vous avez déjà un degré de maniaque sur votre projet, et ça on aime, on respire un peu plus. Allez, on passe un cran au-dessus avec cette... Moi j'adore parce que je le rencontre quasiment à chaque projet, où on remet en question le modèle. Et ça c'est vraiment la notion du double quote ou du simple quote. On rencontre aussi ça sur du point-virgule. Alors ça fait peut-être plaisir au dev Java, mais en JavaScript c'est pas forcément nécessaire. Mais peu importe, la notion c'est pas de savoir qui a raison, c'est surtout qu'on concerte ensemble, ça va... Ok, sur ce projet-là, comment on fait pour aller tous au même endroit, sans se prendre la tête avec, encore une fois, du point-virgule, des simples codes et des doubles quotes, la fermeture de ma braquette de HTML. Tout ça, ça me fatigue. J'ai besoin de le définir à un instant T et d'arrêter de me poser cette question-là. J'ai déjà spoilé un peu le résultat, mais encore une fois, c'est des guides diff énormes. Et tout ça, ça crée du bruit. Ça crée du bruit puisque on n'a pas besoin de se prendre la tête sur une PR à voir que notre fichier il a changé d'espacement ou quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est la fonctionnalité. On veut voir où est-ce que la valeur est produite sur la PR. Et si c'est pas ça, si encore une fois c'est pas défini, tout comme l'éditeur config avec les notions d'indentation quoi que ce soit, on va se prendre la tête. C'est d'autant plus vrai sur d'autres types de fichiers que par exemple le CSS. Spoiler alert, on y reviendra. Et c'est des débats qui n'en finissent pas. Typiquement, quand vous avez un nouveau projet ou quand il y a une nouvelle ressource qui arrive sur le projet, on remet en question le modèle parce qu'on a ses habitudes. Et pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, on parle ensemble et on redéfinit à nouveau comment va fonctionner le projet. Donc Prettier, c'est une dépendance qu'on va rajouter au projet
qui va nous permettre de définir un autre niveau de formalisme, de formatage du projet. Donc Prettier, il se compose d'une vingtaine ou trentaine de paramètres. Ceux-là, c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Bon, c'est un exemple, encore une fois, où on va définir, OK, des single quotes, j'en veux pas, je pars sur du double quote. La longueur de la ligne, alors je définis ici, j'aurais pu aussi le faire côté éditeur config si j'avais voulu cibler d'autres fichiers que le JS. Pourquoi pas. Le bracket semline pour savoir où est-ce que je ferme ma bracket sur du HTML, sur du templating, etc. Et donc encore une fois qu'on a mis ça en place, on a un autre degré de maniaque et on respire. Surtout que c'est partagé par toute l'équipe. Donc on fait un petit coup de script npm run format, ça exécute Prettier, et ça formate tous nos fichiers pour nous. Et ça, c'est cool. Et donc, mise en garde, avant de parler de la suite, donc du linter, il y en a beaucoup qui utilisent le linter comme un formateur. Et pour moi, c'est deux outils différents. Le formateur, d'un côté, on en a déjà parlé, mais ça permet de mettre en forme le code, pour assurer une certaine lisibilité, faire respirer les devs, c'est cool. Le linter, lui, va servir à détecter les problèmes d'algo. Typiquement, vous avez fait une faute au niveau du keyword que vous utilisez, le formateur va vous le faire popper. Il ne sert pas à formater. Le npm run eslint-fix ne sert pas à formater. Arrêtez. Bon, j'en ai déjà parlé, du coup, le eslint, tout le monde connaît eslint? Il commence à avoir fait son temps. Est-ce que ça ne serait pas le moment de le remplacer? Je spoil un peu. Le eslint, donc il permet encore une fois de détecter les problèmes d'algo. Là, on a un exemple qui parle plutôt bien. C'est j'ai un dev qui a codé une fonction asynchrone, une promesse, et puis il se fait confiance. Trust me, I'm an engineer. Hop, je commit, ça marche. Et le dev qui récupère son code après, il fait là, en fait, là, ça marche pas. Moi, je suis en train de traiter avec une pending, j'ai pas accès à la valeur. Tu aurais dû peut-être attendre ou en tout cas revoir ton code. Et s'il avait eu le eslint, il aurait pu lui dire il aurait pu le signaler pour soi. Le eslint, donc encore une fois, c'est une dépendance qui s'ajoute au projet et qui va éviter justement le code instable et à terme la dette technique. C'est primordial. Ça vous permet encore une fois d'avoir ce nécessaire sur l'IDE pour vous dire ah ok, là ce que tu utilises c'est une promesse. Utilise un zen pour avoir accès à la valeur ou un await, encore une fois pour avoir accès à la valeur. Ça c'est un exemple, mais ESLint il s'adapte à beaucoup de problèmes algorithmiques qu'on rencontre tous. Donc ESLint, npm run install ESLint. On rajoute un petit script sur notre projet npm run script. npm run script, pourquoi pas. npm run lint. Il va jouer ESLint à notre place et il va détecter s'il y a des problèmes d'algo dans notre projet. Toutes les règles ESLint, vous n'avez pas à les recoder à la main. La communauté est là, donc il y a pas mal de choses qui existent. Ici, on a par exemple les règles recommandées par ESLint. Il y en a également pour du TypeScript. Moi, ce qui m'intéresse, et ça c'est un exemple qui va plus parler aux développeurs React, c'est React Hook. Quand on fait des effets en React avec UseEffect, on oublie souvent, ça m'arrive encore, d'oublier des dépendances au tableau de dépendances. Et bien typiquement, ESLint va vous le signaler. D'accord? Donc ça, c'est plutôt cool. ESLint, il a été mis à jour en V9, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être un peu avant. Peut-être un peu avant, peu importe. Aujourd'hui, on est en V10, pour info. Donc il change de syntaxe, certes. Ce qui m'intéresse le plus là-dessus, au-delà de la performance, c'est la modularité. C'est qu'on sait ce qu'on a dans le projet cette fois-ci. À l'époque, on avait déjà plus de mal à configurer ou à tricker notre ESLint. Avec la nouvelle syntaxe, c'est plus facile de cibler les fichiers. On peut plus facilement cibler le JS, le TS, d'une autre part le JSX, le TSX, et d'une autre part, par exemple, tous les fichiers de spec, de tests, etc. OK pour ESLint? Du linter? Mangez-en, c'est cool. D'ailleurs, dans d'autres langages. N'hésitez pas à utiliser, alors peut-être pas ESLint pour du Java, je vois pas l'intérêt, mais utiliser des linters sur d'autres projets, super important. J'ai du linter sur du JS et du TS, j'en veux également sur du style. Puisqu'encore une fois, ça peut créer du bruit sur vos PR. C'est pas que ça peut créer du bruit, c'est que ça crée du bruit sur vos PR, si vous n'avez pas ces normes définies ensemble. Et ça, c'est typiquement une des situations que je rencontre pas mal. Est-ce qu'il y a des magiciens du CSS dans la salle? Il y en a 2, il y en a 3. Comme quoi, il n'y en a pas beaucoup. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. On a le développeur full stack qui dit les gars, vous avez des préférences dans le projet? Parce que moi, j'en ai pas. Et le magicien du CSS, il fait ouais, attends, moi, je suis ultra rigoureux. Je veux mon position, width, height à la suite, mon display, etc. Il a son plan en tête. OK. Et tu as le dev, alors C, qu'on appelait là, qui est plutôt orienté UI UX, qui lui, non, je veux avoir accès à la responsivité d'abord, quand j'accède à mon CSS. Donc encore une fois, on a toutes nos règles là-dessus. Et si on ne parle pas le même langage, on va créer du bruit sur les PR à venir. Alors, c'est très orienté style, mais encore une fois, du bruit sur du style, on ne voit pas la plus-value ajoutée à notre PR. Et c'est dommage.
D'autant plus qu'avec StillLint, donc l'outil que je vous présente là, on a un avantage, alors que moi que je retrouve beaucoup sur du, pas du CSS pur, mais sur du SAS ou du SCSS, c'est qu'on a tendance à dupliquer les classes sans trop le vouloir. Parfois, on a une classe absolue, vraiment écrite entièrement, et une autre fois, on a une classe nestée. Bah, c'est les deux mêmes classes, on cible les deux mêmes classes, et quand notre fichier prend du poids, ben on ne le voit pas forcément. Et donc le StillLint va nous le relever à notre place. Et moi, vu que je suis très maniaque, il y a un truc que j'aime beaucoup avec StillLint, c'est ça. C'est le StillLint Order. Et ça me permet de bien ranger mon style comme je veux. Et là, le DevB, bah, il est content. Il me dit merci, merci. Je suis un magicien. On est magiciens ensemble, c'est cool. Je ne vais pas vous dire de recoder toutes les règles, position, display, padding, margin, etc. Là, c'est pour l'exemple. Il y a des plugins, notamment Recess, qui font ça pour vous et qui sont plutôt normalisés. Utilisez-le. Nous, on l'utilise depuis pas longtemps sur un projet. On souffle enfin. Donc encore une fois, un nouvel outil, npm install StillLint, on est content, npm run lint2.css, et ça joue notre linter à notre place. Et donc on a ce garde-fou. Super. Mais quand on oublie, parce que c'est bien d'avoir défini tout ça, plein d'outils, plein de tooling et tout, c'est cool. Mais honnêtement, quand il y a un bug en prod qu'il faut corriger rapidos, du moment que vos tests y passent, j'espère qu'ils passent d'ailleurs, bah, vous pushez. Et c'est dommage de bypasser ces règles-là que vous êtes définies précédemment. Surtout que la CI/CD, après, elle n'est pas contente. Donc on a Husky. Qui connaît Husky dans la salle? Qui l'utilise bien? Ah, il y a moins de mains levées, là. Husky, moi, ce qui me plaît, c'est que ça rend accès au Git-hook de manière plus simple. Pas besoin de rentrer dans du SH ou quoi que ce soit. C'est un wrapper de Git-hooks. Donc encore une fois, npm install Husky, qui joue beaucoup avec LinStage. Donc LinStage, qui est un autre outil qui va permettre de dire, OK, sur les fichiers qui sont en stage, donc en cours avant d'être pushés, on va dire ça comme ça, je veux jouer telle règle dessus. OK, les fichiers qui sont en cours ont été modifiés, c'est du CSS, c'est du JS, j'exécute les règles qui lui sont associées. Et l'InStage sert à ça. Donc ici, on a Husky qui va jouer sur la règle de pré-commit, donc npx l'InStage, on va interroger l'InStage, et l'InStage ensuite prend le relais en disant « Ah ok, j'ai tel fichier dans mon projet, pas de problème, j'utilise StillLint sur les fichiers de style, et sur le JS, JSX, TSX, ce que tu veux, je vais utiliser ESLint. » Et ça, c'est cool parce que plus besoin d'y penser. OK? Vous me faites confiance là-dessus? On regarde ce que ça donne? Donc là, j'ai un projet où j'ai fait mes devoirs pour éviter qu'il y ait des bugs le jour J, ce serait dommage. On a un projet, j'ai déjà des fichiers qui sont en pending. Donc si je fais un petit coup de npm run lint, alors sur un Intel, ça devrait le faire quand même, ça devrait aller vite, j'espère. Il faut que je change de bécane. Oh, bon, ça va, j'ai que 2 warnings, je me fais confiance, je push. Ah, t'imagines, ça marche pas. Donc là, on voit, voilà, oh, ça va vite finalement. On voit Husky qui passe, qui va pinguer l'InStage, et puis l'InStage va faire le travail de notre place, à savoir jouer le StillLint et jouer le Prettier. Et on voit que ça passe pas. Et c'est dommage. On aurait pu s'absoudre de ça. Je ne vais pas les corriger là, j'en ai pour un moment. Mais pour vous montrer que j'ai pas besoin d'y penser. Ça fait ça à ma place. OK? Moi, c'est tout ce que je vous présente aujourd'hui, en petit outil. Qui a ce genre de tooling sur vos projets, là, à main levée? Mais qu'est-ce que je fais là? Allez, je vous en présente un petit dernier. Ah, yes. Qui connaît OXC? Ah, ça commence à se répandre. OXC, vous le connaissez peut-être implicitement au travers du Void 0. Void 0, yes, super. Void 0, c'est vite vitesse. Et d'ailleurs, parenthèse, ils ont été rachetés par Cloudflare la semaine dernière, donc intéressez-vous-y. Ça va prendre de l'ampleur. Et OXC, ce n'est pas un outil, mais 2 outils, OXLint et OXFormat. Et apparemment, le Rust est plutôt performant pour parser le code. Donc il va plus vite que ses prédécesseurs. C'est ni plus ni moins que les successeurs à ESLint et à Prettier. Ils vont beaucoup plus vite, certes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'ils se basent sur leurs prédécesseurs. Donc, OXLint, à 95%, on va retrouver de la syntaxe ESLint V8, je crois. Et OXFormat, c'est 99% du Prettier, avec des petits add-ons, notamment le tri natif des imports, plus besoin de passer par l'éditeur pour le faire. Le support du formatage aussi de la JSDoc. Pour ceux qui font de la JSDoc, je suis tout seul. C'est bien. Et pour ceux qui font du Tailwind. Ah, pas tant que ça, et c'est dommage.
Bon, allez, ce qu'il faut retenir de cette presse, c'est arrêter d'être dogmatique. Arrêtez de vous imposer une centaine et des centaines de règles. Soyez pragmatique. Fiez-vous au cas d'usage. Imposez-vous des règles qui servent vraiment à l'équipe. Puisqu'encore une fois, trop de règles, bah, vous n'arrivez pas à le maintenir. Prenez des choses simples, encore une fois. Ce qui nous bloque, c'est l'emplacement du curseur. La problématique entre CRLF et LF. On commence par ça. On n'a pas besoin de s'imposer une pléthore de règles, on n'arrivera pas à maintenir. Dites-vous juste qu'une config simple, ça va être plus facile à maintenir dans le temps, et ça vous assurera un code propre à long terme. OK? On récapitule ensemble. Premier outil, agnostique d'ailleurs, cool, une première base, un premier degré de maniaque, éditeur config. OK? Donc il va vous imposer un premier style, un premier formatage. Deuxième niveau, le formateur. Donc ici, moi, ce que je vous préconise, c'est plutôt Prettier, qui marche encore bien. Intéressez-vous quand même à OXC, parce qu'il va prendre de la place. Et astuce, activez le format on save. Comme ça, hop, CTRL S, commande S, pomme S pour les intimes, et hop, ça formate pour nous. Le linter, troisième step de maniaque. Indispensable. Je pense que c'est limite l'outil que je vous recommande le plus d'avoir sur le projet avant même de parler de formatage. Il va vous aider à débugger votre code à chaud. Encore une fois, activez les extensions, parce que sinon, npm run lint à chaque fois, c'est relou. Si vous activez l'extension, il va capter votre configuration à chaud, et il va checker votre code instant. OK? Pour éviter les bugs sur la CI/CD. Et enfin, Husky, pour reprendre le contrôle de votre maniaque, on va dire ça comme ça, en tout cas pour être implicitement maniaque, puisqu'il va faire ce travail-là pour vous. Une fois que tout est paramétré, c'est que du bruit, ça gère ça pour nous, et nous, ce sur quoi on se concentre, c'est la valeur ajoutée au produit, notre nouvelle fonctionnalité ou ce qu'on a débugué. Merci à vous. N'hésitez pas à me faire un petit feedback. Alors, on a le temps pour quelques questions. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je le vois, il va poser la question sur Sonar. Et Sonar dans tout ça? Non, moi je me posais la question sur Husky. Oui. Moi j'utilise plutôt les hooks de Git directement, qui je trouve beaucoup plus natives et plutôt plus génériques. C'est quoi l'avantage du coup de Husky? Le travail est déjà tout fait ou... En fait, Husky, c'est un wrapper JS. Donc il va te permettre de prendre la main sur des Git hooks de manière un petit peu plus simple, on va dire ça comme ça. Clairement, sur ton projet, je ne sais pas si on le voit, ça commence à être le bazar sur mon bureau. Sur mon projet, c'est très loin. Tu vois bien? Tu peux te rapprocher. Sur mon bureau, en fait, dès que tu joues Husky, tu as un premier hook de précommit, c'est dans la doc, un premier script Husky qui va te dire utilise Husky. Et à partir de là, en fait, il va te fournir un fichier, un dossier dans lequel tu as juste à copy-paste les ensembles de précommit. C'est vraiment prendre la main facilement sur des hooks de précommit. Pour autant, tu peux le faire à la mano. Toi, je te vois DevOps là dans ton coin à coder tes scripts SH et tu peux très bien le faire. Sur des projets par exemple qui sont full Java ou qui sont autre chose que du JS, moi je le faisais à la mano. C'est très très bien. Ça répond à ta question? Ouais, déjà merci pour la présentation, c'est toujours bien d'avoir une piqûre de rappel sur ces choses-là. Moi, je continue sur le sujet des Git hooks. Ouais. Donc tu as parlé de ski, est-ce que tu as déjà pu utiliser d'autres alternatives? Je sais que notamment nous on utilise beaucoup left hook. Left hook, tu dis? Left hook, ouais. Je le note. Voilà, qui est fait par l'équipe Evil Martians, donc, qui sont derrière PostCSS notamment. Ok. Voilà, on a eu un peu une meilleure expérience là-dessus quand même. À quel niveau, du coup, tu vois, je crée l'échange. Moi, c'est moi qui vais te poser la question. À quel niveau? Ça s'utilise comme ski, en fait, ça se configure au niveau du repo avec un fichier de config YAML. Okay. Et derrière, ça vient se connecter à tes GitHooks et en fait, tu as un seul fichier de config qui permet de tout faire. Et il me semble, si je dis pas vite, que c'est écrit en Go. Voilà, donc c'est un petit peu plus rapide. Ça marche. Voilà. Et aussi, du coup, avec OXLint et OXFormat, maintenant Vite+, il propose aussi directement d'intégrer cette. Oui, tout à fait. Ouais. Vite+, c'est un d'inside. package tout en un qui embarque Vite, Vitest, OXC et Rolldom également. J'en ai pas parlé, c'est pas le sujet de ma presse. Mais ouais, c'est un package global. Donc voilà, merci pour ta remarque. Le seul truc que j'ai testé, comme je disais à Damien dans le fond, c'est un script SH qui prend la main sur tes hooks de précommit. Ok, voilà. Petite question, parce que normalement on va être très juste. C'est pas forcément des questions, mais c'est des petites suggestions.
Sur OXC aussi, ce que tu pourrais rajouter, c'est que c'est compatible avec les plugins Lint, Tout à fait. Lint. Donc ça, c'est génial parce que Oui. du coup, nous, on avait des règles Lint spécifiques à notre projet et du coup, c'est rétro-compatible avec OXC. Donc ça, je pense qu'il faut le mettre en avant, c'est trop bien. Et après, moi, je suis très maniaque aussi comme toi et nous, carrément aussi dans les UseKey, on rajoute les conventional commits. J'en ai pas parlé, c'est un degré au-dessus. Là, ça fait c'est que encore un 15 degré minutes, je suis au-dessus. désolé. Ok, voilà. Il y a Pour d'autres choses. les très maniaques. Voilà. Ouais. Le conventional commit, très bien, très bonne pratique, je trouve. Ça permet vraiment de bloquer ton commit pour éviter de pousser n'importe quoi. Le Trust Me, I'm an engineer, il ne serait pas passé. Tu peux même aller plus loin pour rester sur du produit avec du conventional comment. Et du coup, ça permet, ça rejoint un peu le questionnement puissant qu'on a vu hier, dans le sens où ça va créer l'émulsion dans l'équipe sur ce qu'on a développé. Encore une fois, c'est un certain niveau de rigueur et de maniaquerie, j'ai envie de dire. Merci pour ta remarque. Merci tout le monde. Si vous avez d'autres questions, eh bien, vous pourrez voir avec Damien juste Oui. après. Tout à fait. Merci encore.